Allez, c'est parti. Donc il y avait un premier essai un peu infructueux. Faites-moi un petit coucou pour ceux qui me voient, pour me dire juste que ça se diffuse bien. Parce que si je le vérifie ici, ben, je vais faire sauter ma liste de questions, donc ce sera difficile pour moi d'y répondre. Ok? D'accord? Toujours rien? Vous êtes là derrière? Bon. Ah, voilà, merci, c'est bon, c'est parti. Merci beaucoup, Marie Armel. On est parti. Je réponds aux questions que Shelly a eu la gentillesse de regrouper, comme d'habitude, en allant glaner ici et là les questions que vous aviez posées, soit sur les dernières vidéos, soit sur le forum de courbezart.fr, et tout se trouve là. Donc je vais répondre à ces questions. J'espère que vous allez tous bien. Coucou tout le monde, ça marche. Donc Yves, on commence. Yves ouvre le bal, comme on dit. Première question de Yves. Peut-on utiliser de la laque à cheveux pour le pastel, pour remplacer le fixatif qui coûte? Alors la laque, ça coûte aussi, ça coûte moins cher. Globalement, c'est à peu près moitié prix, je crois. Si je regarde, au début, je croyais que c'était le même prix, donc je me suis dit, mais à quoi ça sert d'aller prendre un produit qui n'est pas prévu pour ça, pour l'utiliser avec un autre usage? Mais c'est vrai que ça coûte moins cher. Le problème de la laque, c'est que ça jaunit dans le temps. Bah oui, si les constituants de la laque étaient aussi bons que ceux pour les beaux-arts, voilà, il y aurait un peu un rapprochement des deux produits. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est des produits qui sont pas du tout neutres. Hein. Il y a certainement plus d'acidité d'ailleurs dans de la laque que ce qu'il faut pour protéger les UV, des UV et les pigments, donc sont agressés par ça. Et surtout, ça jaunit dans le temps. Donc c'est peut-être pas grave si vous voulez pas garder vos travaux à la postérité, hein, vos esquisses en particulier, vos pastels, mais ça n'est pas permanent dans le temps de la manière. Enfin, c'est pas aussi neutre qu'un fixatif ou qu'un vernis. Donc faites-le. De toute façon, on ne veut pas vous empêcher de le faire, mais vous prenez des risques puisque ça. Et puis ça reste un peu poisseux à mon goût. Enfin bon, bref, c'est quand même pas mal. Les étudiants s'en servent beaucoup. Continuez à le faire, mais sachez, connaissez au moins les limites et surtout les différences avec les vernis, qui eux sont formulés pour être neutres vis-à-vis des pigments et surtout pour pas jaunir dans le temps. Voilà, voilà. Ensuite, question de Maggie. Maggie dit avec quoi nettoyer mes tableaux? J'ai tendance à travailler sur la longueur, ouais, et comme vous le dites très justement, merci, il faut le nettoyer avant de le reprendre. Alors, Maggie, je ne sais pas si tu parles de l'huile ou de l'acrylique. À l'acrylique, c'est simple. Ça se nettoie quasiment avec de l'eau savonneuse, pas assez peu concentrée, mais tu prends une eau tiède avec un petit peu de liquide vaisselle ou de voilà, et ça te permet de nettoyer doucement le tableau, d'enlever les impuretés, d'enlever les salissures de pollution, etc. Ça se fait facilement. À l'huile, c'est un peu plus complexe. L'huile, une fois durcie, est quand même plus. Enfin, voilà, ça ne se doit pas à l'eau savonneuse. Il y a des produits spéciaux pour ça. Mais absolument, ce que je voulais dire, ce qu'il faut absolument faire, c'est tester sur un coin du tableau, pas au milieu. Hein, faites pas comme cet humoriste anglais là qui nettoie les tableaux et puis en fait qui les efface complètement. Donc testez bien dans un coin de la toile avant voilà, pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'autres techniques qui sont intervenues sur le tableau, c'est pas vous qui l'avez pas fait, qui l'avez fait, etc. Donc vérifiez bien dans un coin de la table, ne commencez pas par nettoyer au milieu. Mais dans tous les cas, un chiffon, déjà, un chiffon un peu humide peut déjà bien nettoyer la toile et enlever la surcouche de gras. Mais il y a des nettoyants spéciaux. Pour l'huile, donc et pour l'acrylique, c'est beaucoup plus simple. Voilà, j'espère que j'ai répondu Maggie, voilà ce que je fais moi. Sylvie dit, c'est bientôt Noël, oui, et je vais coudre. Ah oui, oui, Sylvie, elle va coudre des toiles de jute récupérées dans une ressourcerie, voilà, des grands sacs de café, pour y déposer tous les cadeaux destinés à mes deux petits-enfants. C'est cool, c'est sympa. J'aimerais sur ces toiles de jute peindre avec des pochoirs. Peux-tu me conseiller sur les produits à utiliser? Merci d'avance. Alors c'est une super idée, bon, que ce soit pour des cadeaux de Noël ou pas, on peut avoir envie de peindre sur la toile de jute. Alors globalement, ces toiles-là ne sont pas apprêtées, bien sûr. Elles ne sont pas apprêtées, elles ne sont pas prévues pour ça. Donc tu vas avoir une partie des pigments qui va pénétrer, qui va être absorbée par le support, ou même passer au travers, puisqu'on n'a pas préparé le support. Mais dont acte, voilà, ça fait partie du jeu de l'exercice. Après, travailler au pochoir avec des tissus comme ça, très très bruts, c'est faisable. Tu as plein de façons de faire. Si tu travailles à l'acrylique directement, quasiment pur, sans la diluer, ça peut fonctionner. L'acrylique va être permanente et va bien s'imprégner. Tu peux derrière, en mettant à l'envers ton sac, par exemple, avec une pâte mouille et un fer, tu peux thermofixer l'acrylique, c'est-à-dire tu peux renforcer la résistance de l'acrylique. Donc ça, c'est encore bien, ça va prolonger la longévité de ton travail, la durée de vie. Par contre, l'acrylique un peu en épaisseur, enfin par couche,
va rigidifier l'ensemble, c'est pas grave, hein, mais ça va rigidifier un peu l'ensemble, sauf si tu utilises des acryliques spéciales, qui ont des liants spéciaux, qui sont des peintures pour tissu, et qui gardent de la souplesse. Donc toutes les marques en font. Je sais par exemple que chez PBO ça s'appelle Cetacolor, j'espère que je dis pas de bêtises. Cetasilk c'est pour la soie et Cetacolor c'est pour les tissus. Et donc c'est des couleurs opaques qui marchent très très bien et qui gardent de la souplesse. Ou alors tu peux utiliser aussi des encres acryliques et des acryliques très fluides, très dilués, pour qu'on n'ait pas ce côté cartonneux en fait après durcissement de l'acrylique, un peu trop résistant. Sinon de l'acrylique pur, ça fera un peu rigide, ça rigidifie l'endroit que tu auras peint, mais c'est tout à fait techniquement utilisable. Alors sur un pochoir c'est pas très très simple, mais c'est faisable. Et donc à la bombe, je l'ai dit ou pas, je me souviens plus, je voulais en arriver là, bien sûr à la bombe ça marche, bombe acrylique, ça marche parfaitement bien, point, voilà. J'espère que j'ai répondu. C'était Sylvie. Bon courage Sylvie dans ton projet. Marie-Christine, pardon, dit, ce matin chez ma dentiste, ah oui, j'ai pu admirer 2 magnifiques tableaux sur aluminium. Peux-tu nous donner quelques conseils concernant cette technique? Quel matériau utiliser et quel type de peinture? Bisous du Sud-Belge. Oui, c'était Marie-Christine. Alors Marie-Christine, moi j'ai déjà vu des artistes travailler sur panneaux d'aluminium, c'est magnifique. J'ai ce projet-là, donc je tourne autour, là, quand je vais chez Casto et Leroy Merlin, on tourne autour des panneaux, j'ai pas encore trouvé les bons formats, tourne autour des panneaux pour travailler là-dessus, à l'acrylique, hein. Il faut rester avec de l'acrylique. Ça marche très bien, ça adhère bien, ça permet de faire plein de choses et d'exploiter ce fond qui est superbe. Donc moi, les quelques tentatives que j'avais fait sur métal, c'était avec de l'acrylique et au spalter, au color shaper je vais y arriver, j'ai oublié le mot, bref. Au truelle, voilà, truelle et couteau, ça marche très très bien. Toutes les techniques fonctionneront bien, ça accroche bien, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas ce que je peux te conseiller d'autre. Travaille à l'acrylique, ça c'est certain. Et après, j'avais pas verni. Moi. Alors après, si tu vernis, tu vas recouvrir l'ensemble, tu vas réunifier l'ensemble. Ce qui est peut-être un peu dommage, puisque ce qui est intéressant, c'est de jouer les contrastes avec la peinture à l'acrylique, qu'on peut travailler dans la matité d'ailleurs, avec des médiums et des gels qui matifient. Et puis l'aluminium, enfin le métal, qui a ce côté métallique vachement intéressant. Des trucs à faire, mais ça fait partie, c'est marrant que tu poses cette question, parce que ça fait partie de mes projets début 2017, j'ai envie de tourner quelques tutos là-dessus, parce que j'ai envie de m'éclater, là, peut-être même avec les marqueurs à l'huile, avec les fleurs, tout ce qu'on avait fait, il y a des choses à faire intéressantes. On se reverra là-dessus. Voilà. Ensuite, Zazou dit « Je voulais utiliser mon modeling pass de chez Liquitex. » Ouais, voilà, par exemple. Déjà ouvert et utilisé il y a quelques temps, mais à mon grand désarroi, il est quasiment tout sec et je ne peux donc pas l'utiliser avec un couteau, car cela risque de faire de gros pâtés et de mal s'étaler. Est-il possible de le ramollir? Non, afin de l'assouplir. J'attends pas la fin de la phrase avant de te dire non. Non, les résines qui ont commencé à se transformer et à sécher cette fois-ci, à se transformer, c'est pas réversible, tu peux pas revenir en arrière. Tu peux diluer un médium, un gel, tu peux le liquéfier ou l'épaissir même en mélangeant avec d'autres matières quand il est frais, mais une fois qu'il est pris, une fois que la résine a pris, c'est irréversible. Tu peux décoller, tu peux gratter, tu peux faire plein de choses, mais tu ne peux pas retrouver la souplesse de l'origine. Par contre, ça peut être intéressant, jette pas, parce que c'est quand même des matières intéressantes, même si ça fait des craquelures et des formes que tu ne maîtrises pas, ça peut être intéressant d'utiliser ces produits-là dans des techniques particulières, quoi. C'est bien ça la question. Non. Par contre, c'est bizarre que ça se soit transformé comme ça. Moi, j'ai du modeling paste et des médiums qui datent d'il y a vraiment plusieurs années. À partir du moment où c'est bien fermé, ça bouge pas. Les difficultés que tu peux avoir, c'est si tu as mal nettoyé le bouchon du pot. Évidemment, là, si le gel a séché dans le pas de vis, on peut avoir beaucoup de mal à l'ouvrir. Mais dans le pire des cas, moi, au cutter, j'ouvre directement le pot en plastique et j'exploite ce qui reste. Voilà. Sinon, il y a aussi d'autres difficultés que tu peux rencontrer. Si tu as délayé, ajouté un peu d'eau ou de corps étranger dans ton médium et refermé ensuite, il peut y avoir des moisissures qui se développent. Et là c'est un peu mort, mais bon, il suffit de les gratter, de les enlever et de travailler avec le reste. Voilà Zazou, voilà pour ton modeling paste durci. Alors, quelqu'un lit sur le forum, dit bonsoir, j'essaye désespérément de faire des coulures verticales. Des coutures. Ça c'est parce que je ne mets pas mes lunettes. Des coutures, non, des coulures. Mais c'est beaucoup trop fluide. J'ai pris la technique du vaporisateur, ouais, je vois bien avec Marielle. C'est beaucoup trop fluide, transparent et ça éclabousse dans tous les sens. Alors, en fait, le vaporisateur, il va te servir d'humidificateur. C'est pas lui qui projette. Je sais pas si vous avez vu ça. Vous pourriez regarder sur la plateforme, pour les abonnés facile, sur Courbosa ou même sans être abonné, vous aurez des petits raccourcis. Le vapo, il va humidifier la surface et après vous allez travailler avec des couleurs
Mais il faut que vous prépariez votre acrylique, que vous la diluiez avec un gel médium par exemple, ou vous prenez des acryliques déjà liquides comme Golden Fluid ou des encres acryliques par exemple, et sur une surface déjà humidifiée, vous allez pouvoir faire vos coulures. Ça va, Ali, je suis clair? J'espère que je suis clair. C'est pas avec le vapeau, tu peux pas vaporiser de la peinture si tu veux directement avec le vaporisateur. D'abord, tu vas le souiller, et ensuite, effectivement, tu vas en foutre partout. Là, le vapeau, coucou, je lis pas vos commentaires, mais je vois tous les coucous. Le vapeau va te permettre d'humidifier la surface verticalement, tu vois. Donc, il va y avoir des coulures d'eau qui vont se faire, et après, tu viens mettre en couleur. Et les coulures, tu peux même les driver, les canaliser, leur donner un sens en tirant avec un pinceau et avec la flotte. Avant de mettre ta peinture, qui va suivre la rigole, le chemin fait à l'eau. C'est un super truc. Regardez ce que fait Marielle avec moi sur la plateforme courbesarts.fr. Elle aime bien utiliser cette technique-là. On a l'impression que les couleurs sont aléatoires, mais elles ne le sont pas du tout. C'est de travailler. Voilà. Voilà. Bon courage, c'était qui? Je sais plus, c'était Isabelle. Non. C'était Lee. J'ai dû me tromper dans les prénoms depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Isabelle maintenant. Bonsoir, j'ai loupé le coche. Bon, ok. J'aurais besoin d'un jaune auréoline en urgence. Bon, d'accord. Quelle est la nuance la plus proche car c'est une teinte chère. Merci de vos conseils. Alors, ouais. Mais bon, si t'aimes le jaune auréoline, vu que... Alors, j'ai pas regardé la constitution en pigment, mais s'il est cher, c'est pas juste une idée comme ça en passant, tiens, on va faire que ce jaune soit cher, c'est parce qu'il est constitué de pigments qui sont rares. Et en règle générale, quand on exploite dans une gamme de peinture des pigments rares, c'est ils sont un peu rares. Enfin, je veux dire, ils sont merveilleux, ils ont des caractéristiques qu'on va pas retrouver chez d'autres. Donc tu vas t'en rapprocher, mais tu vas pouvoir difficilement avoir exactement cette teinte-là. Alors, le jaune auréoline, en particulier, tu citais pas ta technique, mais ça doit être de l'aquarelle, et ça doit être chez Winsor Newton. Enfin, ça fait partie des couleurs qu'on trouve chez Winsor Newton. Et donc, je l'ai sous les yeux, là, de manière un peu avec le nuancier industriel. Le cadmium pâle peut ressembler, mais je crois qu'il est plus opaque, et je crois que l'auréoline l'est un peu moins, de mémoire. Mais voilà, le cadmium pâle. Mais sinon, tu prends un nuancier, et puis tu regardes, et puis tu regardes ce qui vibre de la même manière et ce qui te plaît le plus, quoi. Encore une fois, les couleurs d'un fabricant à l'autre, il n'y a pas de nomenclature internationale. Les couleurs, le nom des couleurs change dans une technique ou dans une marque. Le truc qui est international, c'est la nomenclature des pigments. Les pigments, ils sont tous normés, donc tu peux savoir de quoi est constituée ta peinture. Et en travaillant sur les pigments, si tu veux vraiment retrouver des teintes similaires, tu peux aller chercher des peintures qui contiennent les mêmes pigments. Mais bon, tu ne tomberas jamais exactement à l'identique là-dessus. Voilà Isabelle. Ensuite, j'ai Mireille qui dit « Bonjour, salut, bonjour. Comment dégraisser un tableau à l'huile non verni, seulement protégé par 2 couches de vernis à retoucher ?» C'est un peu le sujet de tout à l'heure. Il y a des outils, des nettoyants pour tableau. Mais c'est super sensible parce qu'il y a des solvants à l'intérieur. Donc ça me fait toujours un peu peur de voir ça. Si tu vois, dégraisser à l'acrylique, tu fais vraiment ce que tu veux, tu prends pas beaucoup de risques. À l'huile, il faut faire gaffe quand même. Et le nettoyant, tu ne dois pas l'utiliser, encore une fois, dès le départ sur le milieu du tableau, mais il vaut mieux faire des essais sur le côté. Et pour dégraisser purement, si le tableau est vraiment sec, durci, plusieurs mois après, tu peux d'abord avec un chiffon sec enlever la poussière, les particules. Ça, c'est pas la peine de mouiller, pas la peine d'avoir des solvants. Un chiffon très très légèrement humidifié, pour enlever ce qui peut naturellement partir. Et après, les nettoyants pour tableau, c'est plutôt des rénovants pour tableau, qui vont vraiment aller, même à la limite, enlever les premières couches de vernis, retouchés de vernis, qui eux jaunissent dans le temps, très très longuement, très lentement, mais peuvent jaunir dans le temps, pardon, et donc pour pouvoir restaurer, entre guillemets, un tableau, si c'est ta question. Voilà, c'est tout, j'ai fini. La dernière question, c'était Isabelle, qui va venir certainement, mais qui devra partir avant la fin. Donc ça, c'est facile à gérer. Merci, j'espère que j'oublie pas de questions. Et si j'en ai oublié, m'engueulez pas. On les pêchera pour la prochaine fois avec Shelly, ne vous inquiétez pas. Posez vos questions, soit tout de suite sur le prochain appel au peuple de Shelly, sur le groupe, les conseils de Fred, soit sur le forum, pareil, on ira les récupérer. Essayez de pas trop les poser là-dessus pour qu'on n'ait pas trop de recherches à faire. Mais sinon, c'est pas très très grave. On trouve tout ça finalement. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Et puis maintenant, encore une fois, c'est Shelly qui va bosser, qui prend tout ça, qui met ça sur YouTube, qui récupère, qui met dans le forum du site courbesarts.fr.
Merci, merci. À très bientôt. J'espère que ces questions, enfin ces réponses, vous aident à progresser et vous rassurent et voilà, vous confortent un peu dans vos choix et vous donnent envie d'oser faire encore plus de choses. Voilà, à très bientôt. Salut.